Bonjour à tous nos amis auditeurs, fidèles auditeurs à Panorama Info, notre émission hebdomadaire. Je suis ravi de vous retrouver où que vous soyez. Aujourd'hui, je vais à nouveau parler du Soudan du Sud, un pays qui m'est cher pour y avoir travaillé, pour y avoir vécu durant les années de guerre, de lutte pour l'indépendance. Or, à mon grand désespoir, le pays a à nouveau sombré une fois l'indépendance acquise. En effet, depuis décembre 2013, le Soudan du Sud a replongé dans l'enfer d'une guerre civile fratricide à connotation ethnique sur fond de corruption massive et de lutte pour le contrôle des revenus pétroliers. C'était le 9 juillet 2011 que ce pays de 619 745 km², donc plus grand que la France, peuplé par 11 millions d'habitants, a proclamé son indépendance, à la suite de 2 guerres interminables. La première avait débuté avant même l'indépendance du Soudan, en 1956, et elle s'était achevée avec un accord de paix en 1972 qui prévoyait un statut d'autonomie interne pour la région sud. En 1983, l'accord vola en éclats face à un pouvoir nordiste de plus en plus islamiste et dictatorial qui avait même imposé la charia. Cette seconde guerre que j'ai vécue en 1989 et en l'an 2000 dura jusqu'aux accords de paix de Nairobi en 2005. Ces accords prévoyaient la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le Sud après une période transitoire. Le référendum s'est tenu en janvier 2011 et son résultat, sans surprise, fut un raz-de-marée en faveur de l'indépendance du Soudan du Sud. La proclamation de cette indépendance s'est déroulée dans la liesse populaire et l'enthousiasme général des Soudanais du Sud. Pour ma part, à l'époque, j'accueillis cette indépendance avec un certain scepticisme. Certes, je comprenais la joie de mes amis sud-soudanais, avec lesquels j'ai eu à partager tant d'expériences, le plus souvent douloureuses, durant cette interminable et très cruelle guerre de libération. J'étais bien conscient que le pays n'était pas prêt à affronter les défis de l'indépendance. Le Soudan du Sud, en 2011, ne comptait aucune infrastructure digne de ce nom. Dans ce territoire, on l'a vu, plus vaste que la France, il n'y avait aucune route goudronnée. Les seules voies de communication existantes devenant d'infâmes bourbiers avec non pas des nids de poules, mais des nids d'éléphants où pouvaient disparaître des camions entiers durant la saison des pluies. Il n'y avait pas non plus de voies ferrées. Et surtout, il n'y avait pas ou très peu de personnel compétent, formé, éduqué pour s'occuper de l'administration du nouveau pays et de son développement. En dehors de ceux qui avaient trouvé refuge dans les pays voisins durant le conflit, l'immense majorité de la population n'était jamais allée à l'école. Des écoles, le pays n'en comptait que très peu. Souvent, il ne s'agissait que de classes rassemblées à l'ombre de grands arbres, avec des maîtres ayant à peine atteint les premières années d'éducation secondaire, qui peinaient à enseigner à lire et à écrire à des centaines d'enfants dépenaillés, démunis de livres et de cahiers. En revanche, le Soudan du Sud regorgeait d'hommes et d'enfants en armes, eux aussi dirigés par des officiers semi-analphabètes. L'Afrique a compté durant les 6 dernières décennies un grand nombre de dictatures, qu'elles soient civiles comme celle de Sékou Touré en Guinée, ou d'Hastings Kamuzubanda au Malawi, ou militaires comme celle d'Idi Amin Dada en Ouganda ou de Sani Abacha au Nigeria. Mais le Soudan du Sud est le seul pays du continent à avoir connu une dictature militaire avant même son indépendance, puisque le colonel John Garang, chef de la rébellion sud-soudanaise, était lui-même un militaire et un dictateur implacable, du moins dans les zones contrôlées par son mouvement, la SPLA, et ce depuis 1983 jusqu'à sa mort mystérieuse dans un accident d'hélicoptère
le 30 juillet 2005. John Garang était un homme fort qui ne tolérait aucune dissidence, ni aucune personne pouvant contester son pouvoir. Des populations civiles appartenant à une autre ethnie ou suspectées d'être loyales à un chef de guerre dissident ou disgracié furent fréquemment victimes de massacres commis par la soldatesque de Garang. Issu de la grande ethnie des Dinka, John Garang a imposé sur les zones libérées des structures civilo-militaires dominées par des membres de son ethnie, voire de son clan. À sa mort, quelques mois après les accords de paix de Nairobi, ces chefs de guerre prirent le contrôle de ces structures et ce sont eux qui conduisirent le pays à l'indépendance. Depuis lors, ce sont ces seigneurs de la guerre qui ont provoqué une nouvelle guerre pour le contrôle des richesses cette fois-ci, le pétrole bien sûr, mais aussi les revenus directs et indirects tirés de celui-ci. Les compagnies internationales, voire les États étrangers, dans la perspective de gros contrats, ont certainement attisé la cupidité de ces anciens chefs de guerre devenus présidents, vice-présidents, ministres ou gouverneurs. Une autre source d'enrichissement pour ces dirigeants sans qualification pour diriger le pays fut l'aide internationale, aide au développement ou aide humanitaire. Aussitôt l'indépendance proclamée, ces aides furent massives. Les responsables sud-soudanais n'avaient pas la capacité requise pour gérer de telles mannes financières qui n'ont fait qu'exacerber les rivalités et la cupidité. Ce sont ces dernières qui débouchèrent sur la crise du 16 décembre 2013 qui finit par se transformer en guerre civile généralisée. Le seigneur de la guerre devenu président à la mort de John Garang, Salva Kiir, un Dinka de la région de Rumbek, avait fini par limoger son vice-président, le seigneur de la guerre Nuer, Riek Machar. Depuis lors, le conflit tourna autour de ces deux personnalités, dont les hommes ont allègrement massacré et violé les civils suspectés d'être loyaux à l'un des deux rivaux, ou tout simplement d'appartenir au même clan ou au même groupe ethnique. De plus en plus, ce conflit a pris une tournure ethnique, opposant les Dinka aux Nuer, les deux grandes ethnies nilotiques au mode de vie semi-pastoral similaire basé sur l'élevage bovin. Deux ethnies aux traditions guerrières, dans lesquelles, depuis des siècles, les jeunes hommes, pour prouver leur valeur et accumuler les têtes de bétail, devaient se lancer dans des raids contre les voisins afin de capturer toujours davantage de vaches. Les kalachnikovs ont depuis longtemps remplacé les lances, et les guerres successives n'ont fait qu'intensifier ces tendances belliqueuses, les massacres et le pillage. Mais le Soudan du Sud ne comprend pas que deux ethnies seulement, les Dinka et les Nuer. La population est composée de bien d'autres groupes ethniques. Certains éleveurs de vaches, comme les Mundari ou les Toposa, d'autres agriculteurs, comme les Azande ou les Acholi. Toutes ces populations, qui pèsent moins lourd numériquement que les Dinka ou que les Nuer, ont fait les frais de la rivalité et du conflit opposant les deux principales ethnies, dont les hommes formaient l'ossature de la SPLA. Les Sud-Soudanais non Dinka et non Nuer ont eu le sentiment d'avoir été marginalisés, exclus du grand banquet post-indépendance auquel n'ont été conviés que les chefs de guerre Dinka et Nuer. Il y a quelques jours, un jeune Sud-Soudanais, éduqué et réfugié en Ouganda, me disait « We don't have leaders in South Sudan. We only have killers and looters. » C'est-à-dire, nous n'avons pas de leaders au Sud-Soudan. Nous n'avons que des tueurs et des pillards. Avant d'ajouter que pour un meilleur Sud-Soudan, de tels leaders ne devraient plus être autorisés à diriger le pays. Un tel jugement peut paraître sévère, voire exagéré, mais il correspond à la triste réalité de ce pays. Le bilan de ces moins de 9 années d'indépendance est abominable. Oui, certes, des immeubles modernes ont surgi de terre à Djouba, la capitale, ainsi qu'un grand nombre de luxueuses résidences. Mais qu'en est-il du développement véritable ? Le plus grand hôpital du pays, quasiment le seul digne du titre d'hôpital dans tout le pays,
est le Juba Teaching Hospital. Il compte 514 lits seulement. Les patients n'y reçoivent aucune nourriture et très peu de médicaments. Son directeur, le docteur Macaire Isaac Well, est payé 30 $ par mois, tandis que les autres médecins reçoivent entre 10 et 15 $ mensuels. Inutile de mentionner ici le salaire encore plus dérisoire des infirmiers, laborantins ou aides-soignants. Avec ces salaires de misère, même le plus honnête des médecins ou infirmiers aurait la tentation de détourner des médicaments ou du matériel médical afin de nourrir sa famille. Pourtant, le Sud-Soudan est potentiellement très riche. Son sous-sol regorge de pétrole, 3,5 milliards de barils de réserve. Cette richesse semble malheureusement être devenue une véritable malédiction. C'est elle qui a suscité les convoitises étrangères et les rivalités internes, ainsi que la corruption généralisée. Mais depuis quelque temps, les cours du pétrole sont à la baisse sur les marchés mondiaux. Depuis l'indépendance, les autorités ont pris la mauvaise habitude de vendre à l'avance le pétrole qui n'était pas encore extrait. Cela permettait de faire rentrer l'argent facilement, tout en promettant aux multinationales qu'elles pourraient se rembourser avec leurs bénéfices futurs. Mais dans les stations-service du pays, on ne trouve plus de carburant. Certains automobilistes font la queue toute la journée et repartent souvent bredouilles. Mais ils peuvent alors, s'ils en ont les moyens, acheter l'essence ou le diesel au marché noir, aux vendeurs de bord de rue qui vendent le carburant dans des bouteilles d'eau minérale en plastique. Le projet The Sentry, fondé par la Clooney Foundation for Justice, une organisation créée et financée par l'acteur états-unien George Clooney, a publié le 12 septembre 2016 un rapport accablant sur le Soudan du Sud intitulé « War Crimes Shouldn't Pay », c'est-à-dire « Les crimes de guerre ne devraient pas payer ». Ce rapport dénonce un comportement criminel massif de la part du président et de son rival, le vice-président. Il explique que, je cite, « le catalyseur clé de la guerre civile au Soudan du Sud a été la compétition pour le contrôle des biens de l'État et des abondantes ressources naturelles du pays. » Selon le rapport, les deux rivaux volent l'argent afin de financer leurs propres groupes armés, et les dirigeants et leurs familles s'enrichissent grâce au pétrole, tandis que le pays s'enfonce de plus en plus. Le rapport a déjà eu un impact certain. En effet, il dénonçait entre autres un ancien chef d'état-major des forces armées sud-soudanaises qui menait une vie de luxe à l'étranger grâce aux fonds publics qu'il avait détournés. Peu après la publication du rapport, la police fédérale australienne a saisi une résidence estimée à 1,5 million de dollars appartenant à ce général. Le rapport a également dénoncé deux riches hommes d'affaires proches du président, l'un pour trafic d'armes, l'autre pour détournement de fonds publics. Les autorités états-uniennes ont alors inclus ces deux hommes sur une liste noire qui les empêche désormais de profiter de leurs larcins et de les faire fructifier, du moins à l'extérieur du Soudan du Sud. Bentiu est la ville la plus proche des champs pétrolifères. Elle se trouve en territoire Nouer et elle a été le théâtre de sanglants affrontements et de massacres de populations civiles. Dans le camp de personnes déplacées de cette ville, 120 000 civils Nouer s'entassent et dépendent de l'aide internationale, faisant de ce camp de déplacés la troisième ville du pays. Et ce camp est malheureusement loin d'être le seul du pays. Le Sud-Soudan compte en effet 1,5 million de personnes déplacées. Quant aux réfugiés qui ont trouvé refuge de l'autre côté des frontières du Soudan du Sud et qui vivent dans des camps, eux aussi dépendent de l'aide internationale. Leur nombre s'élève à 1,3 million, répartis dans 6 pays voisins. Le plus grand nombre, plus de 520 000, se trouve en Ouganda, alors que 321 000 sont allés en Éthiopie et que, comble d'une triste ironie, 262 000 ont trouvé refuge sur le territoire de l'ancien ennemi, le Soudan. On trouve également des réfugiés sud-soudanais au Kenya, en République démocratique du Congo et même en République centrafricaine. Deux pays qui pourtant auront eux aussi
de graves problèmes. Enfin, depuis le début du conflit en décembre 2013, la guerre civile sud-soudanaise a fait 380 000 morts, principalement des civils. Une autre lamentable réalité de cette tragédie est le recrutement d'enfants soldats. Les seigneurs de la guerre sud-soudanais y ont toujours eu recours. J'en avais moi-même été le témoin lors de mes séjours prolongés dans ce pays avant l'indépendance. Selon l'ONU, le nombre actuel d'enfants soldats s'élèverait à 17 000. Le 20 février dernier, les Nations Unies ont d'ailleurs publié un nouveau document accablant sur le Soudan du Sud, après plusieurs rapports ou déclarations similaires restés à ce jour sans effet. Encore une fois, le vocabulaire onusien est sans ambiguïté, je le cite. Des millions de civils sud-soudanais ont été délibérément privés d'accès aux services de base et nombre d'entre eux sont délibérément affamés, tandis que les revenus nationaux ont été détournés par les politiciens du pays, estime le rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur le Soudan du Sud. Ce rapport d'une 50aine de pages détaille les abus commis par les belligérants entre septembre 2018 et décembre 2019. Il détaille les détournements de fonds publics au profit des élites prédatrices qui ne rendent aucun compte, mais aussi l'indigence de la population, le racket, les tueries dans l'impunité, les viols, le recrutement d'enfants et parmi tous ces crimes, l'utilisation de la faim comme arme de guerre. Je le cite à nouveau. Les civils sont délibérément affamés, conclut le rapport, systématiquement surveillés et réduits au silence, arbitrairement arrêtés ou détenus, et se voient refuser l'accès à toute réelle justice. Après une énième médiation, un énième accord de paix avait fini par être signé par l'ancien vice-président Riek Machar et le président Salva Kiir en septembre 2018. Il convient à ce sujet de saluer ici les efforts inlassables mais discrets de la communauté Sant'Egidio de Rome qui a accueilli les négociations. C'est cet accord, après nombre de reports et de blocages de dernière minute, qui semble avoir enfin connu un début d'application le 21 février dernier. Le président Salva Kiir a en effet accepté de nommer une nouvelle fois, conformément à l'accord, son rival Riek Machar comme premier vice-président du pays. 3 autres personnes ont également été nommées au poste de vice-président, dont Rebecca Nyandeng, la veuve de John Garang. La formation du nouveau gouvernement d'union nationale se fait encore attendre, Riek Machar s'étant plaint que les principaux ministères régaliens avaient été attribués à des proches du président. Une fois le gouvernement formé, s'ensuivront 3 années de transition démocratique. Les défis à surmonter seront immenses. Endiguer la crise humanitaire, assurer le retour des déplacés et des réfugiés sur leurs terres, mettre au point une nouvelle constitution et redresser l'économie. Mais c'est sans doute sans compter avec les risques de voir le pays sombrer à nouveau dans la violence, tant la paix semble fragile. Ce nouvel accord de paix pourra-t-il parvenir à solder 6 années de guerre civile? Pour ma part, je continue malheureusement à avoir des doutes. Ceux qui ont signé l'accord de paix et ceux qui vont diriger cette période de transition sont ceux-là même qui ont plongé le pays dans l'horreur, qui ont détourné les fonds publics et encouragé leurs groupes armés respectifs à massacrer des populations civiles. Que peut-on vraiment attendre d'eux? Comme le jeune Sud-Soudanais réfugié en Ouganda à qui je parlais il y a peu, j'ai tendance à penser que de tels leaders ne devraient plus être autorisés à diriger le pays. La meilleure solution serait probablement de les exclure à vie de la politique sud-soudanaise et de placer le pays sous tutelle internationale pendant au moins 5 années. 5 années qui pourraient être mises à profit pour démobiliser et réintégrer dans la vie civile tous les hommes en armes, pour construire des routes, assurer la sécurité et permettre à l'agriculture et à l'élevage de redémarrer afin de parvenir à nourrir la population. Il faudrait former de nouveaux cadres, donner la priorité à l'éducation primaire, secondaire et technique, aux universités. Où trouver l'argent, me dira-t-on, pour financer une telle opération internationale? C'est très simple. Il suffirait de prendre le contrôle de l'exploitation du pétrole et de gérer
les immenses revenus qu'elle génère afin de financer l'opération et tous les programmes de reconstruction. Mais j'entends déjà les critiques. Je vais sans doute être taxé de néocolonialisme. Pourtant, face à une tragédie d'une telle ampleur, qui dure depuis si longtemps, face à l'incompétence et à la corruption généralisée qui ont été les principales caractéristiques de l'État sud-soudanais depuis l'indépendance, je ne vois pas d'autre solution pour mettre un terme à cette tragédie et éviter qu'une nouvelle crise n'aboutisse à une nouvelle guerre fratricide. On l'aura compris, j'aime le Soudan du Sud. J'y ai vécu des expériences inoubliables. Et mon souhait le plus cher est que le peuple qui l'habite, toute ethnie confondue, puisse enfin retrouver la paix et la stabilité afin de reconstruire le pays. Paris vaut bien une messe, disait Henri IV. La paix, quant à elle, vaut peut-être une mise entre parenthèses temporaire de l'indépendance. Merci Hervé pour ce partage que tu nous as fait. Nous prions bien sûr pour toutes ces régions, pour que la paix puisse... Merci Hervé pour tout ce partage que tu nous as donné. Merci pour nous avoir sensibilisés par rapport à tous ces problèmes. Et nous prions bien sûr pour que la paix l'emporte dans toutes ces régions du monde. Merci et je souhaite une bonne fin de semaine à tous nos auditeurs et auditrices où qu'ils se trouvent. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.